Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie, d'ailleurs je n'ai qu'une personne à remercier, c'est très exceptionnel aujourd'hui, puisque je n'ai qu'Arnaud à la technique. Heureusement d'ailleurs parce que on peut faire sans, beaucoup, mais sans technicien c'est quand même compliqué. C'est une occasion d'ailleurs de rappeler le rôle essentiel qui est le leur sur Radio Courtoisie. On ne pourrait pas émettre, on ne pourrait tout simplement pas vous parler si nous n'avions pas nos techniciens. Ça fait partie des gens qui ne sont pas bénévoles, mais on le comprend, parce qu'en fait, ils aident à la diffusion de bénévoles, de gens qui, eux, ont juste à cœur d'essayer au mieux de vous informer. Donc voilà, nous sommes dans ce libre journal. Nous excuserons dans la fine équipe auquel normalement j'ai le droit, vous avez le droit, c'est-à-dire à la fois Raphaël Beslu, qui est le directeur de la publication de Géopolitique Profonde, et puis Lara Stam qui m'assiste. Eh bien, ils se sont fait porter pâle aujourd'hui, ce qui n'est pas mon cas. Au contraire, et j'ai même du renfort, ça je vous le dirai ensuite, auquel je ne m'attendais pas, mais qui est évidemment toujours le bienvenu sur ce libre journal et sur Radio Courtoisie. Alors, je vais vous dire qui est notre invité principal dans un instant, non sans avoir fait normalement ce qu'on appelle une revue de presse. Écoutez, la revue de presse, elle va être de très courte durée cette fois-ci, parce qu'en fait, déjà, il va falloir du temps pour évoquer le sujet dont on va parler, qui est la vocation de la France, je vous le dis tout de suite. Vocation de la France dans un monde qui est en train de changer à une vitesse absolument inimaginable. Tous les jours, il y a de l'info, on va pas s'en plaindre. Faisant moi-même, tout comme il y a sur Radio Courtoisie une matinale, je ne vous cache pas que je n'ai que l'embarras du choix tous les matins lorsqu'il s'agit de traiter de l'information. Là, une seule information, parce que pour moi, cette information que j'ai trouvée en faisant justement cette revue de presse pour aujourd'hui m'a tellement marqué. J'étais dans mon taxi et j'arrivais à la radio, boulevard Murat. Eh bien, m'a fait comprendre le sens et l'intérêt de faire de l'information, d'avoir des médias alternatifs, même s'ils sont comme Radio Courtoisie sur la bande FM, parce qu'on ne peut pas laisser diffuser des informations aussi folles que celles que j'ai pu lire dans un média, l'Indépendant, qui a pignon sur rue, qui fait partie du mainstream, c'est-à-dire de ce qui, comme vous allez à une échoppe, on vous donne un journal à une époque, et là c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont reconnus comme avec un certificat de qualité de l'information. C'est Kaja Kallas, l'Estonienne, qui aujourd'hui est la chef de la diplomatie européenne. Qu'est-ce que nous relate l'Indépendant ? Eh bien, selon les services de renseignement, donc nos services de renseignement, j'aimerais savoir, madame, en tant que chef de la diplomatie européenne, de quoi vous parlez ? Est-ce que Bruxelles a un service de renseignement ? Si c'est le service de renseignement des pays européens, je ne comprends pas que vous ayez les informations. Je le dis clairement. Je ne comprends pas. Normalement, les informations d'un service de renseignement sont réservées au chef d'État, à celui qui dirige le pays auquel ils ont à rendre des comptes. Donc je ne vois pas pourquoi vous pouvez arguer d'informations de ce type. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les médias sans vergogne nous expliquent une source sûre. C'est quoi une source sûre ? Service de renseignement ? Mais les services de renseignement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on apprend à quelqu'un qui rentre dans les services de renseignement au début ? Qu'est-ce qu'il doit surtout bien faire ? Mentir. C'est son rôle, mentir, parce que c'est le rôle d'un... Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un des services de renseignement de mentir, parce que s'il ment, il le ment dans l'intérêt de son pays. Après, il donne des informations sourcées, mais elles sont souvent classées secret défense. Donc, déjà, ça sent mauvais quand on dit un service de renseignement nous a dit que... Quand c'est en plus quelqu'un qui n'a rien à voir avec un État indépendant qui peut bénéficier en tant que représentant de cet État d'informations sourcées qui n'est pas à la portée, qui n'est pas pour tout le monde, évidemment, c'est-à-dire que le commun des mortels ne peut pas avoir certaines informations. Mais là, Madame Kallas, elle, parce qu'elle est chef de diplomatie européenne, ce qui ne veut rien dire, parce que l'Europe c'est quoi ? Il y a un peuple européen ? Il y a une légitimité ? Vous avez été élue, Madame ? Comment vous pouvez arguer et prétendre avoir ce genre d'informations ? Donc ça, c'est la base. Après, qu'est-ce qu'elle dit ? Beaucoup nous disent
donc de ses services de renseignement, que la Russie pourrait tester la préparation militaire de l'UE d'ici 3 à 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en tout cas c'est résumé par l'article et le titre de l'article de l'Indépendant, on pourrait avoir une guerre avec la Russie, une attaque russe possible d'ici 2028. Voilà le titre. Nous devons nous préparer à la guerre. Voilà ce que les services secrets européens auraient dit à Madame Kaja Kallas, estonienne, qui ne tient pas ça des services secrets estoniens, mais des services secrets européens, donc de certains pays de l'Europe. Et donc notre faiblesse invite à l'action, dit-elle. La Russie constitue une menace existentielle pour notre sécurité aujourd'hui, demain et aussi longtemps que nous investirons insuffisamment dans notre défense. Donc en fait, c'est la seule façon qu'il y ait finalement pour ne pas avoir de soucis avec la Russie, c'est de lui faire la guerre, de la détruire, ou en tout cas d'avoir un armement, donc aller vers la course vers l'armement. J'ai envie de dire, je ferai partie du complexe militaro-industriel, j'entendrai ça, je me frotterai les mains, hein, c'est clair. Ça, c'était évident. Dans une banque de Delaware vient d'être crédité, à mon avis, entre 300 et 500 000 $ pour avoir dit ça, tout simplement. Un minimum. Voilà, c'est François Martin. Eh ben, il a raison il a raison, il est 9h07 et j'ai déjà fait une introduction beaucoup trop longue. Il s'invite justement dans ma petite causerie de départ et c'est très très bien comme ça. Je termine juste. Elle dit, le temps ne joue pas en faveur de la Russie. Ah, on est rassuré, hein. Mais il n'est pas nécessairement de notre côté non plus. Donc si le temps ne joue ni pour les uns ni pour les autres, pour qui joue-t-il à votre avis, si ce n'est pour le diable, madame, qui est bien sûr le maître des horloges, qui est le prince de ce monde, ça, ne le saviez-vous pas? Mais il n'est pas nécessairement de notre côté non plus, car nous n'en faisons pas encore assez. Il ne doit y avoir aucun doute sur le fait, donc explique Madame Kallas, sur le fait que nous devons dépenser davantage pour prévenir la guerre, mais nous devons également nous préparer à la guerre, estime Kaja Kallas, assurant que l'incapacité de l'Europe à investir dans ses capacités militaires, envoie un signal dangereux à l'agresseur. Notre faiblesse invite à l'action. Point barre. Voilà moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'ai une raison. J'ai une bonne raison de faire ce que je fais, de faire le métier que je fais, c'est-à-dire de réinformer et d'inviter des gens par rapport à des folies pareilles, parce que c'est pas rien quand même, c'est la chef de la diplomatie de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est quelqu'un, le commun des mortels se dit c'est quelqu'un qui parle sérieusement, quelqu'un qui est sérieux. Non, elle n'est pas sérieuse. Le temps des fractures, c'est le titre du livre dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le livre de François Martin. Et déjà, avant toute chose, parce que c'est une question de courtoisie, je vous dis, mon cher François, bonjour et bienvenue dans ce livre journal de géopolitique. Merci Nicolas. Sur Radio Courtoisie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il va y avoir énormément de choses à dire. C'est invité, alors on lui donnera la parole à un moment donné, parce que c'est une question de semaine. Je vous le dis, une date importante la semaine prochaine, samedi, à la même heure, nous aurons l'ambassadeur Orlov. Vous savez, celui qui a entre autres organisé la visite d'État de Vladimir Poutine à Versailles, au Trianon. Ça a donné lieu d'ailleurs à des accords parce qu'on fêtait les 300 ans de la venue à Versailles du tsar Pierre le Grand. Et donc je vous salue aussi, même si vous serez malheureusement réduit à la portion congrue, parce que c'est la semaine prochaine qu'on vous entendra un peu plus. Mais là, comme on a confondu les semaines, vous êtes là et on est content de vous recevoir aussi. Bonjour Dimitri de Kochko. Bonjour Nicolas, selon la transparence, Radio Courtoisie, on raconte tout. Oui, on dit tout. On n'a rien à vous cacher. Surtout ce qui est vrai. Oui, surtout ce qui est vrai, exactement. Et comme il ne faut jamais mentir, on fait en sorte de ne pas mentir, en tout cas de dire, nous, à notre niveau, la vérité que nous connaissons. Cher François, on a déjà parlé de ce livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy sur le temps des fractures. On en parle beaucoup parce qu'en plus vous avez un talent, vous avez plein de talents, mais vous avez un talent particulier, c'est de trouver les bons titres pour vos livres. C'est-à-dire vous touchez juste à chaque fois un basculement du monde en parlant de la guerre en Ukraine. Fallait le trouver. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est un basculement du monde. Le temps des fractures, on en parle, on n'arrête pas de parler des fractures. Déjà, votre livre, son titre, il me semble tellement résumer une situation où il y a de plus en plus de fractures
Et franchement, l'élection et l'intronisation de Donald Trump n'a pas, sur ce point des fractures, changé les choses ou amélioré les choses. Au contraire, il y a de plus en plus de fractures dans le monde. Bien sûr, tout à fait. Et je reviens une seconde sur ce qui s'est dit par rapport à Madame Callas. On va parler de la situation internationale et on va parler de la France. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ceux qui parlent de la situation internationale sont des géopoliticiens qui décrivent la situation internationale. Ce sont des bons diagnosticiens. Ils ne parlent pas de la France. Non. Et les hommes politiques qui connaissent la France, connaissent bien la France ou croient la connaître, mais ils ne connaissent pas la situation internationale. Or, ce qui va se passer aujourd'hui dans les mois et les années qui viennent va dériver absolument de la situation internationale. Donc, il est indispensable de parler des deux à la fois. Voilà. C'est pour ça que je pense que le prochain thème qui sera probablement le thème de mon prochain livre, ça sera la France dans le chaos du monde, en fait. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Et c'est ça dont on va parler. Et effectivement, la dernière partie de mon livre était était consacrée à ça. Mais ce que je veux dire par rapport à Madame Callas, c'est qu'un des enjeux, ça va être l'OTAN. Oui. Et Madame Callas, c'est très bien ce qu'elle dit, en fait. Aujourd'hui, le but n'est pas de faire, mais de dire des choses et de faire en sorte que ce qu'on dit, d'une certaine façon, peut provoquer des faits à travers la psychologie des personnes, plus que par les faits réels. Et l'enjeu de l'OTAN est très important. Pourquoi ? Parce que là, il faut revenir à la situation internationale. Moi, je dis régulièrement, et je le pense très profondément, que Trump va tout lâcher à Poutine. Ouais. Je pense qu'il va tout lui lâcher. Ça explique pourquoi Poutine veut absolument l'entendre et le voir, alors. Bien sûr. Et Poutine a donné un certain nombre de conditions préalables qu'on peut reprendre. Les 4 oblasts, la Crimée, la démilitarisation de l'Ukraine, la dénazification de l'Ukraine, la garantie que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN, la garantie par traité. On dit jamais, jamais. Ah oui, par traité. Par traité, de façon à ce qu'on ne puisse pas revenir dessus. Ça. Et derrière, il demandera évidemment, c'est pas écrit, mais c'est évident qu'on lui rende les 300 milliards qu'on lui a volés ou qu'on lui a pris et les intérêts. Les intérêts qui vont avec. Bien sûr, on a déjà dépensé. En tout bon commercial, on demandera les intérêts, sinon il se paiera sur nos entreprises. C'est exactement ça. Ouais. Donc voilà. Et il a dit, ça, tant qu'on n'est pas d'accord là-dessus, on ne discute même pas. Ouais. C'est les conditions préalables. Donc, moi, je vois les choses comme ça. Il va arriver, Trump va lui dire, Vladimir, qu'est-ce que tu veux ? Il va reprendre la liste, il va dire, voilà ce que je veux. Trump va prendre la liste, il va lire les trucs, il va dire OK, il va signer. Ça va prendre moins d'1 minute. Et après, il dit Vladimir, on fait quoi ensemble maintenant ? Qui on va manger ensemble ? Où est-ce qu'on va ? On va en Iran, on va en Azerbaïdjan, on va en Turkménistan, on va en Europe, on va où ? On va en Indonésie. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, Vladimir ? Et il va rentrer chez lui en disant voilà, j'ai soldé les comptes de cet imbécile, donc c'est pas moi, c'est lui. Lui, il a perdu, mais moi, regardez, je rentre avec 150 milliards de contrats. Voilà, vive l'Amérique. L'âge d'or de l'Amérique a commencé aujourd'hui. Et il dit ça alors qu'il est là pour solder l'héritage du monde. Donc, je dis toujours que l'important dans la défaite, c'est pas la défaite. Ce qui est grave, c'est pas la défaite, c'est la honte de la défaite. Perdre la face. L'important, c'est de ne pas avoir la honte de la défaite. Quand le général de Gaulle va en Afrique, il dit « Maintenant, c'est l'indépendance avec la France ou contre la France ?» Et sauf Sékou Touré, tout le monde dit oui. Donc, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de solder l'héritage, donc il se présente comme une défaite. Et il habille la défaite en victoire et tout le monde dit « Merci de Gaulle ». C'est ça. Et il dit « Voilà, je vous ai donné, vous m'avez rien pris, je vous l'ai donné. » Et ça passe. Et Trump, si on regarde son numéro de son discours, il est extraordinaire. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? D'investiture. Ben oui, il est en train de dire le fond du discours, c'est-à-dire on a perdu. On a perdu en Ukraine, on a perdu à Gaza, on solde l'héritage, on va tout solder. Et il dit l'âge d'or de l'Amérique commence aujourd'hui. C'est exceptionnel il comme habille retournement. En effet une défaite. Voilà, et il n'y a pas la moindre parcelle de honte. Pourtant, jamais. Il va aller voir Poutine et il va tout donner. Voilà, c'est ça que je pense. Pourquoi ? Parce que s'il attend, on va dire c'est ta guerre. S'il solde tout de suite, c'est la guerre de Biden et des néoconservateurs. Donc, ils pourront leur mettre tout sur le dos. Voilà, c'est ça qui va se faire. Mais la question suivante, c'est l'OTAN. Parce que s'il y a une vraie paix
et qu'en plus ils mettent en route, il n'a pas de bâton, parce que l'autre a les missiles hypersoniques, a l'Oreshnik, etc. Donc il n'a pas de moyen d'escalader, sauf ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est-à-dire faire baisser le prix du pétrole pour l'embêter. Mais ça va embêter tout le monde, et Ben Salman ne va pas vouloir, puisqu'il avait déjà refusé à Biden d'augmenter les quotas pour baisser les prix. Donc ça ne marchera pas. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de possibilité. Donc il essaye pour voir si l'autre, mais Poutine va lui dire, viens Donald, je t'attends. Et il va dire, voilà la liste, je t'ai déjà dit il y a 6 mois, je t'ai dit il y a 3 mois, c'était la même liste, ça n'a pas changé. Mais par contre, et je finis là, je vous en prie. La question suivante, ça va être l'OTAN. Pourquoi Trump dit, vous devez payer 5% maintenant, scrogneux de bande de petits crétins? Pourquoi il dit ça? D'Européens. Il dit ça. Parce que si sont les imbéciles qui payent, lui, il peut dire, vous voyez, moi, j'ai économisé les sous de l'Amérique, ce sont les Européens qui se défendent eux-mêmes pour leur propre guerre. Tu parles, c'est la guerre des États-Unis, c'est pas la guerre de l'Europe. Donc là, il manque comme un arracheur dedans. Mais là, il gagne pour passe. Le coup. Du coup, il gagne. Ah, là, il gagne. Et c'est là que Madame Callas avec l'Europe, est dans le jeu, parce que à chaque fois, on gagne. Il faut hystériser l'Europe de façon à justifier les 5%. Et si il ne paye pas, et je pense que certains ne paieront pas, en particulier l'Allemagne, ceux qui ne voudront pas payer, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas, il leur dira, vous ne méritez pas que je vous défende, et il s'en ira. Et il larguera l'OTAN en disant, c'est la faute des Européens. Non. Dans tous les cas, il gagne en faisant ça. Donc voilà ce que je pense. Voilà pourquoi Mme Callas est exactement dans un panorama qui n'est pas logique par rapport à la réalité des choses, mais qui est logique par rapport à la réalité médiatique des choses aujourd'hui dans le plan de Trump. Voilà, c'est ça que je pense. C'est formidable, en tout cas. Et ensuite, quelle est notre place à nous, bien. Ça c'est la suite. Ça va être le thème principal de l'émission. Voilà. Donc je vais demander... Si Dimitri est d'accord. Voilà, je pense qu'il ne doit pas être en désaccord, mais ça va donner un peu de vie et de richesse à cet entretien. Mon cher Dimitri de Kochko de Stop Russophobie, entre autres, parmi ses nombreuses casquettes, qu'est-ce que vous inspire ou quelle est votre analyse sur le discours et sur ce que vient de dire François Martin? Moi, j'aime bien les optimistes, mais malheureusement, je ne suis pas optimiste, moi. Alors, je pense d'abord au niveau des conditions posées par les Russes. Il faut jamais oublier la proposition qu'ils ont faite en décembre 2021. Donc, avant le début des déclenchements des hostilités. Bien sûr, de négociation, de renégociation globale de la sécurité européenne. Bien sûr. L'architecture de sécurité européenne. Les Américains l'ont refusé. Bon, ensuite avec l'OTAN, mais c'est de la valtaille, l'OTAN. Eh bien, ce refus-là, qui est motivé en fait, mais on ne le savait pas à l'époque. Ils ont dit simplement, vous êtes une pompe à essence, on ne va pas discuter avec vous. Russes. D'ailleurs, ils les ont vraiment rejetés avec mépris. Oui. En fait, ça aurait évité la guerre, bien évidemment. Bien sûr. Éventuellement, mais déjà. Le problème, c'est qu'ils avaient prévu le nettoyage ethnique du Donbass. Et donc, il fallait commencer l'opération et ils étaient persuadés qu'ils allaient réussir. Oui. Exemple, les déclarations de Le Maire ici sur le fait qu'on allait casser l'économie. L'intervention de Johnson pour empêcher tout accord de cessez-le-feu qui était négocié à Istanbul, à Minsk, puis à Istanbul, entre Ukrainiens et Russes, et qui a été refusé par Johnson et par les États-Unis, et bien sûr Blinken, puisqu'il l'a avoué lui-même très récemment. Donc la faute principale, c'est bien les économistes. J'avais entendu ça. C'est eux qui ont mal compris la situation. Ils ont cru que la Russie, c'était... Ils ont cru que la Russie résisterait moins. Ils ont cru qu'elle résisterait moins, bien sûr. Quand le maire dit ce qu'il a dit, il est quand même relativement incompétent, le maire en tant que tel. Donc il répète ce qu'on lui a dit. C'est vrai que ça ne fait pas un économiste. On lui a dit, il répète ce qu'on lui a dit, quoi. Voilà. Et il le dit de bonne foi, en fait. Tout à fait. Mais bon, mais donc ça montre bien ce qu'ils étaient en train de préparer. J'ai appris récemment aussi que les observateurs de l'OSCE, vous savez qu'il y avait justement sur la ligne de démarcation entre les républiques du Donbass, Lugansk et Donetsk, et la partie kievienne, Otano-kievienne, qui se préparait donc à cet assaut depuis 5 ans, avec toutes les fortifications, ce qui explique d'ailleurs la très lente progression des Russes sur la frontière, disons, des oblasts de Donetsk et de Lugansk. Voilà. Eh bien, les observateurs de l'OSCE ont été retirés du côté russe, enfin du côté des républiques plutôt, dès le 31 janvier
2022. Donc c'était prévu. Il y en avait 20. Il y en avait 20 du côté Donbass. Il y en avait 150 du côté kievien, qui eux sont restés. Et puis qui eux ont annoncé dès le 13 janvier que les bombardements commençaient contre le Donbass pour préparer l'assaut. Et c'est là que les Russes sont intervenus avec leur opération militaire spéciale, avec en plus tout le côté un peu trop rapide et mal préparé, avec des tas d'erreurs d'information, des services de renseignement, etc., avec les gaffes qu'ils ont pu faire, qu'ils ont essayé de transformer en succès, parce que ça a été un succès, avec 170 000, même moins, 150 000 hommes, ils sont arrivés à faire face à 450 000 hommes. Voilà. C'est la première fois qu'on voit un assaut qui prend plus de territoire que prévu, et donc ils sont incapables de les garder, bien évidemment. D'où le fait qu'ils se sont retirés de Kherson, d'où le fait, etc. Donc, ce qui, de ce point de vue-là, je dirais, les conditions russes, ça va revenir, ça, cette histoire de sécurité européenne. Oui, bien sûr. Alors, c'est encore en l'air, j'en ai pas parlé, mais c'est effectivement... Non, Poutine ne le demande pas depuis 2020, il le demande depuis 2000. Une architecture de sécurité pour l'Europe, depuis qu'il a pris le pouvoir, il le répète à chaque fois. Oui, en gros, c'est ça. Mais la première proposition qu'il a faite, c'est de rentrer dans l'OTAN. Ce qu'il a demandé à Clinton. Qu'il a envoyé promener, évidemment. Mais si les Américains donnent tout ce qu'ils sont censés donner, on est dans une perspective non pas de cesser-le-feu, mais de paix. Donc, je sais pas si Américains et donne sera la suite de ça. Ce sont des mots compatibles. Américains et donne. Je connais Américains et prennent, mais je connais pas Américains et donne. Et ce que je pense, alors pour ce qui est de la théorie, votre théorie sur Trump qui va lâcher des choses, je pense effectivement qu'il va sans doute lâcher s'il a décidé de le faire. Maintenant, il va avoir deux obstacles. Alors, il va avoir un avantage, ça va être l'annexion du Groenland et donc le contrôle et le partage avec la Russie de la route du Nord et donc un contrôle sur les Chinois. Ça me paraît relativement important, ça. Parce que le Groenland, c'est pas par hasard qu'il le veut et qu'il l'aura. Parce qu'il y a 50 000 Inuits, je peux vous dire que c'est pas très cher. Et il y a déjà des bases chinoises. Et en plus, ils ont deux bases, dont une un peu obsolète, mais l'autre qui est très bonne. Donc, Groenland, c'est fait. Et donc, ça veut dire un partage de la voie du Nord. Et ça, c'est très important, je crois. La fameuse voie du Nord. Et c'est peut-être ça que les Russes acceptent l'annexion du Groenland. Ça pourrait être quelque chose dans la balance que les Russes peuvent accepter. Pas de gaieté de cœur, sans doute, mais enfin qu'ils accepteront. Ils auront déjà vendu l'Alaska et ils n'ont pas touché l'argent. Alors, donc, ça, c'est une possibilité. Mais en revanche, là où il aura du mal aussi, je pense, Trump, c'est que en Ukraine, il y a quand même des investisseurs américains qui y ont mis des billes. Il y a BlackRock, il y a Cargill, il y a Monsanto, il y a des banques. Il y a l'investisseur qui a acheté les gisements de lithium qui viennent d'être libérés, pris ou libérés par le côté... Absolument. Et qui sont quand même le plus grand gisement de lithium d'Europe. Tout à fait. Donc, il y a des choses là... qui vont, ce qui est il important, y avoir là, des oppositions. Le lithium, pour les auditeurs. Deuxièmement, le lithium, ça sert entre autres à faire des batteries pour les voitures électriques. C'est les terres rares dont on est très dépendant, et de la Chine notamment, de la Russie et de l'Afrique, et notamment du Sud Congo. Il faudra que vous passiez une émission un jour sur ce qui se passe dans le Kivu. En ce moment, il y a une guerre qui recommence dans le Kivu. Le Kivu, les compagnies américaines y ont provoqué un véritable massacre par les bras. C'est un sujet que je connais absolument bien. Des Rwandais et des Ougandais. Le Kivu, c'est le Sud Congo. Mais il y a un autre obstacle, c'est les banques. Les banques, pourquoi ? Parce que là, quand ils vont libérer... Une des conditions que posent les Russes, que vous avez dit, c'est la levée des sanctions. Et le paiement même des intérêts. Bien sûr. Mais les banques peuvent pas. Les banques peuvent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cet argent. Parce que cet argent, ils l'ont piqué, ils l'ont glacé, ils l'ont gelé, ils l'ont tout ça. Mais c'est des écritures, tout ça. Et moi, je pense qu'il va y avoir une très, très grosse résistance des banques pour lever la sanction, au moins au niveau de ces 300 milliards bloqués, gelés dans la partie occidentale. Je ne partage pas votre avis, Dimitri. Pourquoi ? Et les intérêts à payer. Là, je pense qu'il y aura des réticences bancaires. Il y aura des réticences, mais ça sera vae-victis, Dimitri, parce que Trump ne peut pas faire autrement. Parce que qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a pas de moyen de pression. Il a 0 moyen de pression. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a dit, je vais faire la paix en 24 heures. S'il n'arrive pas à faire la paix
Poutine va continuer à grignoter 10 km par jour, et puis il va prendre Slaviansk, il va prendre Kramatorsk, après avoir fait tomber Pokrov dans quelques jours, et puis il va avancer progressivement, il va aller progressivement jusqu'à Odessa, l'autre va passer pour un imbécile. Il n'a aucun moyen de pression, donc les banques, elles vont se manger leurs pertes, c'est tout. Et il n'y a pas que les... Ah, ça, c'est le problème de Zelensky. C'est lui qui a prévendu son pays à la découpe pour payer les prêts que ces banques lui ont payés. Mais il y a en plus les oligarques, il y a les Kolomoïski, les oligarques ukrainiens. En fait, moi, j'ai compris ça. Zelensky, et après on parlera peut-être un peu de la France. Ah non, mais attendez, à 9h30, je vous préviens, c'est-à-dire qu'on arrête, ça fait l'équivalent d'une revue de presse entre tous les deux. Et on commence dans 4 minutes le sujet principal. Zelensky a 3 sponsors. L'un, c'est l'État américain. L'autre, c'est effectivement les oligarques américains. Et les troisièmes, c'est les oligarques ukrainiens qui ont l'argent dans le Donbass. Ouais, donc, c'est nous qu'on paye aussi. Vous nous oubliez, nous. C'est nous, on paye. On donne les sous à Zelensky. Il achète des casinos avec. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de s'assouplir. Ils avaient déjà commencé. Mais les deux autres ne sont pas souples du tout parce qu'ils vont perdre une bonne partie de leur fortune. Donc, en fait, si chaque fois qu'il dit « je suis d'accord pour faire la paix à condition qu'on me rende la totalité de mon territoire », ça n'a aucun sens sur le plan de la géopolitique, mais ça a un sens par rapport à sa sécurité à lui, parce qu'il ne peut pas faire autrement. En fait, il a 3 séries de mafieux qui l'ont financé et qui lui ont mis l'escopette dans les reins. Il y en a un des 3 qui dit « on va discuter », mais si les autres disent « pas question », il ne peut pas faire autrement que de dire « pas question ». Il ne peut pas faire autrement, sinon il risque sa peau. Voilà, c'est ça que je pense. Merci François. Donc je suis d'accord. 3 minutes de conclusion, Dimitri, et après on change de sujet. C'était vraiment pas le sujet de départ. Mais allez-y. Terminé, je vous en prie. Ça nous touche parce que quand même, la brave estonienne, là, elle représente, c'est un pays de 1,5 million d'habitants. Hein. C'est mieux. Déclencher une guerre mondiale thermonucléaire. Avec tous les jeunes qui foutent le camp parce qu'il n'y a plus de travail. Et 20% de Russes qui habitent en Estonie et qui n'ont pas le droit de vote en plus. Absolument. Avec une discrimination qui est intolérable au sein de l'Union européenne. Oui, c'est ça. Et cette brave dame, vous avez vu dans son discours, c'est un discours typique effectivement de société du spectacle et de propagande. Elle commence par un conditionnel en disant si, attends, vous voyez ce que je veux dire, si, on me dit que, on sait même pas qui lui dit quoi. Et puis après, elle passe à l'indicatif. Oui. Et dans ce qu'on appelle, alors excusez-moi pour le cochon, mais dans ce qu'on appelle le background en jargon journalistique, eh bien, on va reprendre uniquement des indicatifs. Oui, tout à fait. Disant la Russie menace l'Europe. Ce qui est absurde, parce qu'objectivement, la Russie, aujourd'hui, pour obtenir une paix durable et pérenne avec l'Ukraine, il est évident qu'elle devrait aller jusqu'à Odessa et faire la jonction avec la Transnistrie. Évidemment. Or, c'est exactement ce que ne veulent surtout pas les Anglais, puisque c'est par Odessa qu'ils fournissent l'armement. Voilà. Et donc... Or, ils ne peuvent pas aller à Odessa parce qu'ils ne peuvent pas tenir le terrain du point de vue administratif et policier. Même pas militaire, les Russes. Vous savez alors on commençait à demander à ce qu'ils viennent dans toute l'Europe, mais c'est c'est de l'absurdité totale. Complète. Oui. Mais on est donc dans un phénomène d'hystérisation qui est exactement la suite en fait du plan de Trump. Moi, je le pense depuis le début. Je pense que le problème depuis longtemps, c'est pas la guerre d'Ukraine parce qu'elle est perdue par l'Occident. Le problème, c'est l'OTAN. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour sauver l'OTAN ? La seule façon de sauver l'OTAN, c'est d'hystériser les populations européennes pour leur dire défendez-vous, ça va être la guerre. Mais et ce que je voulais dire, et je vais finir par là, c'est que je pense que l'OTAN, si c'est une vraie paix comme Poutine le veut et comme probablement Trump le veut, à ce moment-là, l'OTAN n'a plus de sens. Et en plus de ça, il y a un des grands pays de l'Europe, qui est l'Allemagne, qui a la prospérité avec les Russes et la misère avec les Américains. Et eux, ils ont déjà annoncé par le biais de l'AfD que si l'AfD gagne en février, ils n'ont pas encore gagné, mais qu'ils quittaient l'Europe et quittaient l'OTAN. Donc les choses sont claires. Eux, ils savent où est-ce qu'il y a la prospérité, c'est chez les Russes. Donc ils vont faire péter tout le système européen s'ils gagnent. Je pense qu'il va se passer.
D'où la place de la France, et on y est. Bon, globalement, vous êtes d'accord, messieurs. Merci Oui, pour sûr. cette... vous aurez tenu la revue de presse, Dimitri de Cocheco et François Martin. On va passer maintenant, chers auditeurs, avant la suite de cette émission, eh bien, un court bobino suivi de la musique du grand angle. Qui sera Zarathustra aujourd'hui? Eh bien, vous l'avez déjà entendu, c'est François Martin pour son livre Le temps des fractures. Nous allons aller vers la fin du livre édité aux éditions de Jean-Cyril Godefroy. Et nous allons, dans ces derniers chapitres, parler... C'est bien beau de parler de temps des fractures, de parler de guerre, de parler de paix, mais et la France dans tout ça? Sa vocation universelle pourrait-elle éventuellement, mon cher François Martin, la retrouver à l'occasion de ces fractures ouvertes? Parce que ce n'est pas des petites fractures actuellement, hein, c'est de la fracture ouverte. Oui, alors justement, je pense que c'était important de faire le panorama précédent parce que ce n'est que dans ce contexte. Ouais. Et moi, je suis appelé aujourd'hui par différents groupes politiques pour leur demander de parler. Je leur dis précisément ça, parler de la situation internationale, comprenez la situation internationale, parce que ce n'est que dans ce contexte que vous pouvez intégrer la France. Je veux dire, si Trump ne lâche rien, à Dieu ne plaise, et Poutine lâche tout, par exemple, et la domination reste les États-Unis reste sur l'Europe, c'est pas du tout la même chose que si l'Allemagne s'en va, que tout explose, et qu'on se retrouve, nous, tout seuls, au milieu du champ, sortis de notre prison, et puis sans savoir quoi faire, avec le choc de la liberté, sans savoir quoi faire. Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus probable de se passer. Je dis qu'aujourd'hui, nous vivons dans une prison, la prison la prison du système américain, je dirais du système atlantiste, et à la fois du système wokiste et mondialiste. On a les deux. Bon, aujourd'hui, on voit que, Trump est partagé sur l'atlantisme et il déteste le mondialisme. Certes. Donc, il a décidé de dégommer avec son ami Elon tous les mondialistes qu'il peut trouver sur la Terre. Il a commencé par Trudeau et il va tous les descendre. Et à mon avis, il y en a un pas très loin d'ici, quelque part à Paris, dans une grande maison qui s'appelle l'Élysée, qui va, à mon avis, prendre, une balle perdue politique ou pas perdue, mais il va prendre cher. À mon avis, ça fait partie de la liste. Mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on a posé ce cadre, nous, on voit aujourd'hui, dans notre prison, que la prison bouge sous les coups de Trump et on voit le ciel bleu à travers les fissures. Ouais. Donc je dirais que nous, notre travail, ça ne consiste pas à rester à l'intérieur terrorisé en se disant, en attendant que le plafond nous tombe sur la tête, ce qui serait le cas si les Russes et les Américains se mettent d'accord entre eux, et nous, on se retrouve dans le sandwich, à la place du jambon, entre Poutine d'un côté et Trump de l'autre. Bonjour, l'avenir de la France. Ouais. Donc, il y a déjà une prise de conscience. On risque d'avoir la liberté sans l'avoir demandé, parce que si l'Europe explose, on se retrouve tout seul. Oui. Mais nous, que ferons-nous de ce choc de liberté? Y sommes-nous prêts? Est-ce que l'on va non seulement recouvrer à ce moment-là notre souveraineté? Oui, mais pour en faire quoi? Est-ce qu'on va retrouver, renouer avec le destin à nul autre pareil? Absolument. Et là, il y a une réflexion, je dois dire encore une fois, de Charles de Gaulle, qui est extraordinaire, que j'ai recherché. J'ai recherché la phrase et je ne l'ai pas trouvée. Mais en gros, il dit ceci, après la décolonisation de l'Afrique, il dit, maintenant qu'on a décolonisé l'Afrique, maintenant il faut qu'on se décolonise nous-mêmes, et ça sera très difficile. Parce qu'en général, les gens colonisés ne veulent pas se faire décoloniser. Il y a une espèce d'appétence pour la colonisation, en fait. Parce que quand les termes de l'échange vous conviennent, vous préférez être colonisé parce que c'est plus confortable. Évidemment. C'est ça le problème. C'est vrai pour la France aujourd'hui par rapport aux États-Unis, comme c'était vrai. Ça l'était déjà vrai à l'époque quand le général a dit ça. Sur la décolonisation. Il parlait de la décolonisation des Français par rapport aux États-Unis. Ah oui. C'est à ça qu'il faisait allusion à l'époque. Déjà. Et c'est cette bataille qu'il a perdue après le traité de l'Élysée, etc. Il l'a perdue, cette bataille-là. Mais il s'est battu pour ça. Et c'est ça dont il parle. Et il dit, ça sera beaucoup plus difficile de décoloniser les Français par rapport à leur propre colonisation américaine
Qu'il a été facile de décoloniser. Et on y est aujourd'hui exactement là-dedans. Et c'est ça qui est très intéressant. Ouais. Et je disais, dans tout le travail que l'on doit faire, parce que ça, je ne l'ai pas intégré dans le livre, parce que j'y avais pas pensé. Ça sera pour le prochain. Phrase de Général de Gaulle. Ouais. Mais dans toutes les actions que l'on doit faire pour reprendre en main notre destin, le plus important et le plus difficile à expliquer, c'est en fait de penser, nous c'est nous et eux c'est eux. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des, comment on appelle ça, des siamois. Nous ne sommes pas des siamois. Nous sommes des amis, nous sommes des ennemis, je ne sais pas. Mais nous, c'est nous et eux, c'est eux. Ouais. Lafayette, c'est fini. Le débarquement, c'est fini. C'est pour ça que le général de Gaulle ne voulait pas y aller. C'est sûr. Parce que pour lui... Et c'est pour ça aussi qu'on a fait en grande pompe les 80 années du débarquement avec Macron et Biden. Bien sûr. Parce que le problème, c'est que pour moi, il est clair que Trump liquide cet héritage. Et on en a parlé tout à l'heure, ça me paraît évident. Parce qu'en fait, ce système néoconservateur qui consiste à faire du commerce à travers le militaire coûte extrêmement cher aux États-Unis et en fait n'enrichissent pas les Américains, mais enrichissent simplement une petite clique ça nous ruine tous, en fait, voilà. Des deux côtés de l'Atlantique. S'ils passent dans un système qui est moins militarisé, mais qui est plus commercialisé, ça lui donne accès, avec la Russie, demain avec l'Iran, s'il se réconcilie avec l'Iran, etc., de plein pied dans tous les pays du Sud où il y a aujourd'hui les perspectives qui seront celles des 50 prochaines années. C'est là qu'il y a tout à faire, véritablement. Et lui, il ira. Et nous, on n'ira pas si on ne veut pas y aller. Et on ne peut pas y aller si on ne passe pas de notre système. Si, en fait, globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on passera d'un système de pénurie à un système d'abondance. En gros, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans mes 40 ans de vie dans la plupart des pays. Quand les pays naissent, au début, c'est toujours des systèmes de pénurie. Parce que le système de pénurie t'enrichit beaucoup plus que le système d'abondance. Ouais. J'ai vu en Angola, pendant la guerre entre Savimbi et Dos Santos, à l'époque, celui qui avait le monopole de l'importation du riz faisait 1000 fois la culbute quand il vendait son riz. Donc, en quelques années, il est devenu, c'était un Libanais, et il est devenu, qui était déjà l'un des principaux, mais il est devenu milliardaire en quelques années, à cause de ça. Mais à un moment donné, alors, quand tu as ça, tu es le seul, et donc tu as le monopole, donc tu es basé sur la pénurie. Et il y a un certain nombre de pays, je pense à Cuba, je pense à l'Algérie, dont j'ai déjà parlé, oui. Bien qu'on me dise que ça change, mais je voudrais voir si ça change, mais un certain nombre de pays, et beaucoup de pays africains, on fait surtout en sorte de rien produire localement. Parce que si tu produis localement, tu n'importes plus. Et si tu n'importes plus, tu sors du système de pénurie. Et à un moment donné, les pays se rendent compte que ça vaut la peine de se développer eux-mêmes. Et puis, on gagne moins avec un système d'abondance, mais par contre, le volume est beaucoup plus grand. Et ça, c'est la révolution de la Chine, par exemple, ou des pays qui disent il faut produire au contraire. Et un des signes que tu vois que ces pays ont changé, c'est parce qu'ils développent le tourisme. Le tourisme, alors tu as du tourisme dans des pays fermés aussi. Oui. Cuba essaye de développer son tourisme, mais malheureusement, tu ne trouves rien dans les rues, etc. Mais quand un pays véritablement ouvre, un cas typique, c'est l'Espagne. Il a commencé comme un pays, juste après la guerre, comme un pays fermé, oui. Fermé aux Européens qui ne voulaient pas parler à Franco. Le seul pays qui véritablement conservait l'estime de Franco, c'est les États-Unis, à qui reconnaissait le fait d'avoir gagné la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Le premier voyage à l'extérieur de son pays d'Eisenhower, ça a été d'aller à Madrid. Ah oui. Son premier voyage. Dès qu'il a été élu, il était allé à Madrid pour dire à Franco merci, parce que si vous n'aviez pas été là, on aurait eu Staline en Espagne, on n'aurait pas gagné la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on n'aurait pas débarqué. C'est ça qu'il est allé lui dire. Donc, en fait, le premier vainqueur de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'esprit, je dirais, des vrais atlantistes, c'est Franco. C'est Franco. On l'oublie. Mais dans les années 60, ils ont décidé d'ouvrir le tourisme. Et à ce moment-là, je me souviens, je pense que le ministre du Tourisme était un Espagnol qui s'appelait Fraga Iribarne. À ce moment-là, je me souviens, ils attendaient 3 millions de touristes la première année, ils en ont eu 10. 10 millions de touristes.
Donc, ils ont choisi l'ouverture. Ils ont choisi l'abondance au lieu de la pénurie. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important dans les pays. Et, aujourd'hui, ça se traduit dans l'international parce qu'aujourd'hui, le fait que chaque fois que les États-Unis arrivent à commercer dans un pays, la première chose que se dit le dirigeant, c'est qu'est-ce qu'est en train de faire la CIA, de préparer la CIA pour me faire sauter, pour mettre un fantoche à ma place. Donc, on ne peut pas faire véritablement du commerce avec les États-Unis, je dirais, en confiance. C'est pas possible. Mais alors, quel est le rapport entre ce que vous venez d'expliquer sur l'Espagne, oui. qui en effet est frappée au coin du bon sens, oui. avec la situation d'une France qui a besoin et l'envie, il faudrait qu'elle ait l'envie d'avoir envie oui. de décoloniser, de se décoloniser. Alors, je dis ça parce que je pense que ça, c'est le rêve de Trump. Je pense que le rêve de Trump, c'est le commerce. Ouais. Dans le commerce, il y a la pression. Il ne faut pas oublier que Trump s'est fait dans l'immobilier new-yorkais où il avait autour de lui que des gangsters. Donc, ça veut dire l'intimidation, la pression. Bon, il ne fait rien d'autre que ce qu'il a fait pendant toute sa vie de privé et qu'il a réussi. Il paraît qu'il récupérait des loyers avec un colt à la ceinture. C'est évident. Mais c'est évident. Je ne le savais pas, mais c'est évident. Donc, c'est le monde dont ils rêvent, dont rêvent les Chinois, dont rêvent les Saoudiens, dont rêvent les Russes, dont rêve tout le monde. Donc, c'est un monde ouvert, c'est ça que je veux dire, où les perspectives, à partir du moment où les États-Unis peuvent se présenter comme un système qui a liquidé le système de militaro-policier, je dirais, et militaro-CIA, etc., ils vont rentrer de plein pied et comme ils sont puissants, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont des banques, qu'ils ont de la technologie, ils peuvent aller travailler partout. Et ils peuvent, eux, passer paradoxalement d'un système qu'on pourrait appeler un système de pénurie, d'une certaine façon, à un vrai système d'abondance en jouant sur leur commerce. C'est ça que je pense. Et nous, quelle est notre place là-dedans? C'est ça. Est-ce que nous, on est prêts? Aujourd'hui, on n'est pas prêts. C'est évident qu'on n'est pas prêts. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est d'abord la mentalité. C'est eux, nous, c'est nous. Il y a une phrase que j'ai lue ce matin de Abraham Lincoln qui dit ceci. « L'Amérique ne sera jamais détruite de l'extérieur. Si nous faiblissons et perdons nos libertés, alors là, il parle de nos libertés, ce sera parce que nous nous sommes détruits nous-mêmes. » Je pense que c'est la même chose pour la France. Si nous perdons notre existence, c'est parce que nous nous serons détruits nous-mêmes. Donc le premier travail, c'est la prise de conscience. Ce qu'au Brésil, on appelle la conscientisation. Pour eux, en premier lieu, dans un discours politique, c'est ça, c'est la conscientisation, la prise de conscience. Et derrière, une fois que les gens sont convaincus de ça, on peut dérouler. Et dérouler, ça c'est la même chose que ce qu'a fait Poutine quand il a pris le pouvoir. La première des choses, il y a deux choses en premier. La première chose, c'est la maîtrise de ses moyens. Ça ne sert à rien d'avoir des ambitions si tu n'as pas la maîtrise de tes moyens. Donc la maîtrise de ses moyens, c'est d'abord la maîtrise de l'énergie, parce que tout est construit sur l'énergie. Évidemment. Voilà. Donc la première chose, c'est ce qu'a dit d'ailleurs, comment elle s'appelle, la patronne de l'AfD, dans son discours, dans son dernier discours que j'ai entendu. Elle dit, la première chose, nous, on veut du gaz, on veut liquider toutes les éoliennes et tout ce système, on va tout raser, elle est plus cash que nous, hein. On rase tout ça qui nous coûte extrêmement cher. Ce que veut faire Trump aux États-Unis avec les éoliennes, pareil. Je ne pense pas qu'il rasera parce qu'en fait, au Texas, il y a énormément d'éoliennes et le Texas est un État qui est très républicain. Donc. Mais il y a certains pays, je pense, où ça peut marcher, mais pas chez nous. Nous, on a du nucléaire. Elle a dit, on relance à fond le nucléaire et le gaz russe. Voilà, c'est ça qu'elle a dit. C'est clair. Elle a dit ça. Donc, énergie, on pourrait dire. Et nous, on doit faire la même chose. Une énergie à bas coût, c'est la base du capitalisme et de l'énergie. Des révolutions. Pourquoi nous, qui avons potentiellement une des énergies les plus faibles au monde, elle coûte en prix grâce au général de Gaulle, d'abord, on a châtré notre système de nucléaire, d'une part, et d'autre part, on rentre dans un système où on vend nous-mêmes au prix le plus bas à des concurrents
qui eux font la marge sans rien faire. Pourquoi est-ce qu'on est rentré dans ce système? Parce que les Américains, parce que les Allemands, à un moment donné, ont dit c'est de la concurrence déloyale. En quoi elle est déloyale? Mais Nicolas, moi qui ai travaillé au Nigeria et qui était au Nigeria pendant 40 ans, chaque fois que j'ai vu un système comme ça qui marchait sur la tête économiquement, c'est parce qu'il y avait des gens qui se mettaient des fortunes dans les poches. Mais évidemment. Tu ne vas pas me dire que quand tu as 20 agences à qui EDF est susceptible de vendre Comment les ont-ils trouvés d'ailleurs à bas prix pour qu'eux fassent de la marge en revendant l'électricité contre nous pour créer artificiellement un système de concurrence qui n'existe pas. Il n'y a pas des gens qui font des fortunes là-dedans. Non. Donc la première chose, c'est de revenir à ça. Et une fois et je dis ça parce que une fois que tu as ça, tu as la base de ton développement et tu as ta base de la pression sur les autres. Sur les autres. Parce que tu peux leur dire ce que les États-Unis ont dit aux Européens et c'est comme ça qu'ils ont récupéré 20% de la puissance industrielle allemande jusqu'ici. Si les Allemands ne changent pas, ils vont récupérer le reste. Hein, c'est de dire, ou si vous voulez acheter mon énergie, je vous la vends au prix du marché et donc je vous la vends cher. Par contre, si vous voulez de l'énergie bonifiée, venez investir chez nous. Donc, on a une façon de reconstruire notre base industrielle que là, on a tuée, non seulement en fabriquant nous-mêmes à bas coût, parce qu'on aura de l'énergie pas chère. On a encore nos ingénieurs, il y a encore les personnes pour entretenir. C'était une inquiétude là ces derniers temps. À mon avis, dans 10 ans, on n'aura même plus ça. Je crois aussi, moi. Je le crois que c'est aujourd'hui, on a encore une base industrielle. Et on a encore les meilleures écoles, les meilleurs ingénieurs. Les meilleurs ingénieurs. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, mais il faut avoir une filière d'excellence qui n'a pas encore complètement disparu. Je le pense. Mais en tout cas, c'est le domaine de l'énergie qui doit être, à mon avis, le premier domaine dans lequel un chef d'État digne de ce nom doit prendre les décisions. Voilà. D'ailleurs, on cite systématiquement Trump avec sa formule drill, baby, drill. Voilà, c'est ça. Mais il a tout compris. Donc c'est le gaz de schiste. Poutine a fait la même chose quand il est arrivé. La première chose qu'il a fait, c'est de prendre le contrôle de Gazprom quand il est arrivé au pouvoir. Voilà. Et il a chassé les oligarques qui tenaient les grands Gazprom et les autres dans cette célèbre réunion où il leur a dit rendez-moi mon stylo là. Oui, bien sûr. Célèbre réunion. Des auditeurs, oui. Mon cher François, avant de venir vraiment à la France. Oui. Bonjour, personnellement, je suis sur la ligne de Gérard Chevrier, à savoir une potentielle, je dis bien potentielle, guerre nucléaire entre la Russie et l'OTAN. Qu'en pensez-vous? Est possible l'annexion de l'Alaska par les Russes si en plus ils n'ont pas touché l'argent? Bonne émission. Je crois pas. Non. Je crois pas. Pourquoi est-ce que... Alors, je veux dire, si jamais Trump, à Dieu ne plaise, disait à Vladimir, écoutez, si vous acceptez pas, si vous voulez pas être souple, ça sera la guerre nucléaire, il va lui dire, écoutez, la guerre nucléaire, c'est le risque mutuel. Mais il n'y a pas de risque mutuel parce que vous me tirerez dessus, vous me tuerez peut-être, mais moi, je vous tuerai sûrement. Parce que moi, je tire à Mach 15 et pas vous. Donc moi, je suis... Vous n'êtes pas sûr de m'atteindre, mais moi, je suis sûr de vous atteindre. Vous voulez vraiment prendre ce risque-là? Mais Trump ne le fera pas. Trump ne va pas rentrer maintenant en disant la première chose que je fais. L'âge d'or de l'Amérique, c'est la guerre nucléaire contre les Russes. Enfin, pas une seconde, je crois ça. Pas une seconde. Un auditeur, nos dirigeants iront jusqu'au bout pour conserver le pouvoir. Ah, ça c'est intéressant. Et les enjeux sont absolument colossaux, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Leur narratif pour s'agglomérer certaines parties des populations, médias, syndicats, antifa, associations, populations importées, auto-invitées, dont ils ont besoin pour barragiser, castoriser, front républicanisé, coûte un pognon de dingue et force à développer un instinct de prédation dont la guerre est un des moyens. Trump ne lâchera jamais l'OTAN, qui est le bras armé des USA, et un trou noir pour tous ceux qui y sont intégrés. Lui-même n'est qu'une des têtes, donc
donc de l'hydre, il ne faut pas s'y tromper, seule la méthode change, mais le but est le même qu'avec les démocrates, le maintien de l'hégémonie US, la destinée manifeste. Alors, je pense que ce que dit ce monsieur est très, très, très logique et très bien, mais je pense que ce monsieur n'a pas compris quelque chose. Quoi donc ? Je pense qu'il n'a pas compris qu'on est véritablement en train de changer d'époque complètement. On n'est plus, à mon avis, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, jusqu'à présent, le système américain, depuis la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, puis 91, etc., c'est un système de prédation politico-militaire, et c'est ce système de prédation politico-militaire qui amène la puissance, le commerce et l'argent. Mais ce qui prédomine, c'est le politico-militaire. Et Trump a compris que dans le monde qui se construit, ça ne fonctionnera plus. Parce que sa part, on voit bien que sa part est de plus en plus réduite. Le monde va se construire sans lui. Et l'avenir, c'est un système politico-commercial qui est totalement différent. Donc, ce n'est plus les mêmes principes. Et c'est quoi un système politico-commercial ? Les principes, c'est quoi ? On s'impose par les droits de douane, on s'impose par la puissance commerciale, on s'impose par les investissements, on s'impose par la technologie, on s'impose, voilà, c'est ça, par les bons choix, par les choix pour investir dans les pays qui grandissent. C'est ça le monde de demain. Je pense que c'est ça. Donc, bien sûr que ce qu'il dit est vrai, mais je pense que aujourd'hui, si je me mets à la place d'un certain nombre de grandes banques américaines, aujourd'hui, si Trump leur présente un monde ouvert demain, où on peut aller travailler n'importe où, et où on a, comblé les fractures qui sont celles que je présente dans mon livre, ils seront beaucoup mieux que dans le système d'aujourd'hui. Ils seront beaucoup mieux. Cet auditeur ajoute, et les crypto-monnaies en sont une des armes de l'hégémonie américaine, car pour en acheter, il faut passer par ce satané dollar, ce qui fait que cela maintient le niveau de cette monnaie de voyou. Et au passage, cela réoriente la monnaie vers du virtuel et non pas du matériel comme l'or. C'est malin. Création de bulles, en quelque sorte, même si certaines cryptos ont une utilité et pas forcément que monétaire. Alors, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies. Oui. Ce n'est pas un domaine que je connais très bien. Mais le je veux dollar... dire, il n'y a pas que des crypto-monnaies américaines. Je pense que les Russes sont en train de créer une crypto-monnaie. Chaque grand pays va créer sa crypto-monnaie. C'est une façon justement, à mon avis, de se sortir de l'hégémonie du dollar. Oui. Donc, ce n'est pas un signe de l'hégémonie américaine, ça. Je ne le crois pas. D'autre part, l'hégémonie américaine du dollar, elle est morte, c'est fini. On voit bien, à partir du moment où Ben Salman a signalé le principe même du fonctionnement du dollar, c'était le pétrodollar. C'est 71 ou 75, enfin. C'est pas Bretton Woods, c'est le moment où on a été voir où Nixon, c'est Nixon ou Kissinger est allé voir les Saoudiens. Elle leur a dit maintenant... vous ferez payer exclusivement en dollars et les dollars que vous aurez seraient convertis en bons du trésor américain automatiquement. Oui. Donc, on leur a donné, un crédit ouvert sur l'économie américaine, dans laquelle ils sont très implantés. C'est pour ça, je rappelle que lors du 11 septembre, il n'y a qu'un seul avion qui a été autorisé à décoller des États-Unis le matin du 11 septembre pour rentrer chez lui. C'est l'avion de la famille Ben Laden. Oui. Voilà, qui étaient des très gros investisseurs aux États-Unis. Et les Saoudiens, les riches Saoudiens et la famille, ils sont dans les entreprises, ils étaient co-actionnaires des sociétés avec Bush, etc., etc. Donc, ils sont dans le système pétrolier américain et certainement également dans le système militaro-industriel américain. Mais pour autant, Ben Salman a dit, nous, on accepte de se faire payer en yuan. Donc, le monopole des États-Unis, aujourd'hui, n'existe plus. Mais ça ne veut pas dire, comme je l'ai entendu, que les dollars allaient se casser la figure du jour au lendemain. Parce que si moi, je suis bourré de dollars aujourd'hui, je ne vais pas dire le dollar est fini pour voir se casser la figure la valeur de tous mes dollars. Je vais le faire progressivement. Je vais m'en débarrasser progressivement et surtout, le dollar va perdre son monopole. Ouais. Et quand on passe d'un système de monopole à un système d'oligopole ou à un système de perte de monopole,
on perd une grosse partie de son pouvoir. Toujours, c'est toujours comme ça. Je pense que le vrai déclin de la France, c'est 89. Et ça, je l'avais entendu de Bruno Bonduel, qui avait dit, mais il faut qu'on se précipite pour acheter des 89, 1700 ou 1900 1989. Parce que il a dit, je l'avais entendu dans une conférence HEC, je me suis dit, ce type-là est génial. Il avait dit, mais attendez, on vient de perdre la maîtrise de notre principal client, notre client piégé, qui s'appelait l'Allemagne, à qui on pouvait vendre tout ce qu'on voulait en termes d'agriculture, etc. On ne pouvait pas faire autrement que de l'acheter. Ouais. Aujourd'hui, nous avons perdu notre monopole parce que l'Allemagne peut aller se retrouver ses sources d'approvisionnement naturelles à l'Est. Pologne, République tchèque, Hongrie, Pays-Baltes. Donc nous, il faut qu'on se précipite pour acheter tout ce qu'on peut en Pologne, parce que sinon, demain, on ne vendra plus à l'Allemagne et l'Allemagne achètera de l'autre côté. Ben, c'est ce qui s'est passé. Et on n'a rien fait pour changer. Fait. Alors que Nestlé a acheté à tour de bras dans ces régions-là. Ouais. Mais la nouvelle source d'approvisionnement, on a perdu la maîtrise de notre principal client. Dans une entreprise, quand elle perd la maîtrise d'un client piégé, c'est tout le monde sur le pont. La société est en danger. Donc, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas besoin que les États-Unis, que le dollar se casse la figure, mais le monopole américain du dollar n'existe plus. Donc, ils ont besoin de reconstruire leur puissance sur autre chose. Et autre chose, pour moi, c'est la puissance commerciale. Pouvait-on avoir pire exécutif à l'époque pour diriger le pays en 89 que Mitterrand et Rocard? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et pour c'est le choix des Français. Pour moi, l'un des pires fossoyeurs de la France, c'est Mitterrand. Bien sûr. Mitterrand, à cause de ça d'une part, et d'autre part, parce qu'il a construit, c'est la discussion qu'on a eue sur le jaune d'œuf et le blanc d'œuf déjà, une fois, et en fait, en voulant, pour se retirer des pattes des communistes, de s'appuyer sur, comment s'appelle, une majorité, pas une majorité, mais une force politique exogène, en instituant à la place du droit à l'indifférence, le droit à la différence, en faisant ça et en ostracisant les patriotes, il a enlevé le jaune d'œuf de la mayonnaise. Ouais. Donc, il a considéré le patriotisme comme toxique. Mais ça, c'est une des pires erreurs qu'un homme politique puisse faire. C'est de considérer le de bâtir. Même Staline avait compris. Ben oui, Staline, bien sûr. Staline a compris immédiatement que le patriotisme, c'était ça qui lui permettait de gagner sa grande guerre patriotique. Ouais. C'était ça. Et il a mis semble-t-il, le portrait de Koutouzov dans son bureau. Et on ne l'a toujours pas compris, nous. On est encore sur de l'indépendance européenne. Voilà, c'est ça. L'indépendance européenne et le fait que ceux qui descendent dans la rue en disant « Vive la France », on doit pointer la main sur eux, le doigt sur eux, en leur disant « Vous êtes des nazis ». Alors que c'est le patriotisme qui devrait être... On a une révolution culturelle à faire sur ce plan, et ça fait partie des choses importantes dont on parle pour redresser la France. En fait, les vrais problèmes de la France sont psychologiques et culturels avant d'être économiques et politiques. C'est ça qu'il faut voir. Allons-y. Alors, l'un, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire nous, c'est nous et eux, c'est eux. Parce que je suis persuadé que si les choses se passent comme je le pense, c'est-à-dire que ça, c'est l'aspect psychologique. Russes et Américains s'entendent pas sur des bâtons, parce que les Américains n'ont pas de bâton pour taper sur les Russes, mais sur les carottes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut gagner ensemble. Leur premier regard, ça va être de se dire qu'est-ce qu'on peut manger de l'Europe. Est-ce qu'on peut casser, par exemple, le système militaire français qui nous embête et qui nous empêche de vendre nos produits partout? Est-ce qu'on peut casser leur système nucléaire, alors qu'aujourd'hui, le monde entier demande du nucléaire, et aujourd'hui, il y a les Américains, il y a les Chinois et il y a les Russes. Est-ce qu'on peut aller casser le système français pour éliminer un concurrent? Voilà des choses sur lesquelles ils peuvent s'entendre. Et nous, on va se retrouver au milieu de ce truc-là, soit dans la main des Américains, soit dans la main des Russes, soit les deux. Moi, je n'ai pas d'appétence particulière contre Trump,
pas plus que j'en ai contre Poutine, mais j'ai pas envie d'être dans les mains ni de l'un, ni de l'autre, ni des deux. Évidemment. Et ça, il faut que les Français le comprennent. Donc il y a ça d'abord. Ensuite, il y a ce qu'on a dit sur la question culturelle. La France, je suis désolé, c'est 1500 ans de christianisme. C'est le christianisme qui a façonné notre société. Et nous, c'est comme en Russie. Dans la Constitution, ce n'est pas l'avortement qui devrait être mis. La famille, c'est un homme, une femme, des enfants. Voilà. Ce qu'a affirmé Trump en disant maintenant, il y a 2 genres, moi j'attends encore l'homme d'État qui dira ça. Voilà. Donc, français. Hein. Français. Ouais. Pour revenir sur nos pieds. Voilà. Et nous, on est très marqués et très abîmés sur ce plan. Ouais. Mais il faut y revenir, parce que sinon, on ne peut pas sortir de ce système sans qu'on affirme. Notre dynamisme doit venir de quelque part. Il doit venir de notre fierté, notre fierté d'être nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir de fierté d'être nous-mêmes si nous ne savons pas qui nous sommes nous-mêmes. C'est ça. Évidemment. Voilà. Donc ça part de là. Bon. Ensuite, il y a un élément très important, c'est l'OTAN. On doit immédiatement sortir de l'OTAN. Évidemment. On n'aurait jamais dû y rentrer. Mais bien entendu. Mais aujourd'hui, si on reste dans l'OTAN, on sera dans le camp des perdants, puisque les Américains sont les perdants. Sauf que le chef des perdants est en train de retourner les choses, comme on disait tout à l'heure, pour se présenter comme un gagnant. En disant, je ne suis pas perdant, l'âge d'or vient de commencer. Tu parles. C'est lui qui liquide l'héritage. Mais il va, nous qui sommes... Dans ce cas-là, le chef de meute, il s'en sort. C'est ceux qui suivent derrière qui payent. Donc, nous, on va payer. Alors, je dirais que s'il y avait une élection demain matin et qu'il sorte un homme d'État, la première des choses à faire, à mon avis, ça serait de quitter l'OTAN immédiatement. Et puis après, d'aller voir les Russes en disant « nous ne sommes pas vos ennemis ». Au contraire, nous sommes pratiquement les seuls avec vous à pouvoir Donc c'est parler. plutôt sortir de l'OTAN que sortir de l'Union européenne, la base. Plutôt l'OTAN, à mon avis. En premier lieu, c'est l'OTAN. Parce qu'il y a véritablement un piège politique et une mâchoire dans laquelle on va être pris entre les Russes et les Américains dans le cadre de cette négociation. Alors, il faut tout de suite aller rassurer les Américains en disant on sort l'OTAN parce que vous, c'est vous et nous, c'est nous. D'abord, premièrement. D'ailleurs, ça a été comme ça pendant des années. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on a besoin d'un deuxième parapluie alors qu'on en a déjà un. Ouais. Surtout que le deuxième, il est troué complètement parce que vous ne tirerez jamais sur les Russes pour nous défendre. Vous tirerez sur les Russes pour vous défendre. Donc ça, c'est une vaste arnaque qu'on laisse croire aux gens, mais en fait, c'est faux. Depuis le début, c'est faux. Le Finlandais, là, tiens. On n'ira jamais tirer sur la Russie pour défendre les Baltes, ni même pour défendre les Allemands. Mais évidemment. Jamais. Jamais. Donc d'abord, nous, on n'en a pas besoin. Et nous, on veut récupérer notre indépendance. On fait un acte d'indépendance politique fort. Et à ce moment-là, on peut aller n'importe où. On peut aller voir les Russes, on peut aller voir les Chinois, on peut aller voir tout le monde. On est redevenu ce que le général voulait faire, c'est-à-dire une force comment dire, qui peut parler à tout le monde, une force diplomatique. Vous vous rendez compte qu'on a réussi à faire croire aux Français qu'un virus qui ne tuait personne dans leur entourage était la chose la plus dangereuse au monde. Et là, je me demande si demain, ils ne vont pas réussir à nous faire croire que ce qui se joue à Odessa, par exemple, est notre destin direct et qu'il faut y voir une menace existentielle. Mais c'est dire que les peuples, aujourd'hui, sont en mesure de croire des choses. Oui. C'est tout le travail de ces agences, parce que ce sont des agences qui font ça, qui répètent ça, etc. Mais alors là aussi, moi, je serais curieux de savoir ce que pense le pays profond. Parce que nous qui sommes des bourgeoisies, nous nous faisons souvent intoxiquer par le récit spécifique qui est destiné aux bourgeoisies, je dirais, dominantes. Ouais. Mais le pays profond a beaucoup plus de sens, beaucoup plus de... Je prends un exemple dans un autre domaine. J'ai très souvent été en Tunisie, puisque mon épouse est d'origine tunisienne, elle est franco-tunisienne, mais donc en Tunisie. Pendant 40 ans, j'ai toujours entendu les élites tunisoises de la région de Tunis, de La Marsa, Carthage, Sidi Bou Saïd, d'où mon épouse est issue, parce que mon beau-père était un diplomate et ensuite un banquier, mais très proche du régime et très proche de Bourguiba,
à l'époque, critiquaient Bourguiba sans arrêt. Parce qu'il n'avait pas assez de liberté. Or, le problème principal des peuples n'est pas la liberté, contrairement à ce qu'on pense. La démocratie est un système qui est créé par la bourgeoisie, pour la bourgeoisie. Mais dans la plupart des peuples où je suis allé, les 100 pays où je suis allé, il y a très peu de démocratie, mais les peuples ne veulent pas la démocratie. C'est sûr. Ils veulent la sécurité, ils veulent l'ordre et ils veulent la justice. Donc le procès qui est fait au régime autoritaire est un faux procès, en fait. Mais qui parle à la bourgeoisie de ces pays. Mais bien entendu. D'où les révolutions de couleur, par exemple. À cause de cette phrase dont nous avons déjà parlé, qui est celle de Lacordaire, qui dit entre le riche et le pauvre, entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère. Ouais. Le peuple, lui, veut une loi qui libère. Il veut la loi. Il veut la loi parce que ça le protège contre l'arbitraire des forts. Évidemment. C'est ça qu'il veut. Par contre, le fort, lui, veut une liberté parce que c'est la liberté pour lui. Donc, il veut le multipartisme. Et tous ces peuples, tous ces bourgeoisies tunisoises voulaient le multipartisme que Bourguiba ne voulait pas leur donner. Mais quand on allait dans le pays profond, avec les petits chauffeurs de taxi, avec les gens en province, avec les pêcheurs, avec tous ces gens-là, ils disaient « Merci Bourguiba, parce qu'on a l'ordre. » Et on a, je pense, relativement la justice. Ils en avaient conscience de ça, en plus qu'il y avait 100%. cette... Mais c'est la première chose à laquelle ils pensent. Rawlings, qui était un dictateur, comme Bourguiba d'ailleurs, qui a fait tirer sur la foule et qui a fait assassiner ses opposants. On oublie ça parce que c'était un socialiste, donc on a mis du rose là-dessus, mais Bourguiba, c'était un dictateur. Rawlings se promenait dans la rue, sans escorte, avec des milliers de gens qui le suivaient en criant « Jerry, Jerry, we love you ». Dans la rue, sans escorte. Et la maison de Madame Bourguiba, qui est à Marsacube, qui est sur la plage de la Marsa, avait un mur, parce que j'y passais là-bas pour aller sur la plage, a fait un mur qui fait 1 mètre de haut. C'est-à-dire que n'importe qui aurait pu sauter la barrière, et il n'y avait pas de policiers qui gardaient. N'importe qui aurait pu sauter la barrière pour rentrer dans le jardin de Madame Bourguiba. Mais elle était protégée parce que les gens avaient la certitude que Bourguiba les protégeait, les gens, c'est-à-dire le petit peuple. Et ça, c'est très important, très, très, très important. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'important, c'est leur relation naturelle et implicite, plus qu'explicite, qui existe entre le dirigeant et le peuple. Et le contrat, c'est vous aurez l'ordre. Et éventuellement, vous aurez la justice, mais surtout, vous aurez l'ordre de la sécurité. C'est pour ça que Poutine a été réélu à 88%. Ce n'est pas pour une autre raison. Et or, nous, on vend un système qu'on dit être un système démocratique, qui est en fait un système de désordre et d'injustice, que l'on part de toutes les vertus, parce qu'on dit c'est le système démocratique. Mais attends, ça commence à se voir, ça. Ben, bien sûr, ça commence à se voir. Ça ne marche plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Voilà, c'est ça. Ouais. Et on utilise cette vieille rengaine qui consiste à dire nous sommes des démocrates, donc des partisans de la liberté, contre les pays qui sont des dictatoriaux. Mais ça, c'est un discours de bourgeoisie, typiquement. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, j'aimerais bien savoir ce que pense le pays profond en France. Parce qu'on ne lui demande jamais. On lui demande jamais son avis. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de la politique ? Est-ce qu'ils sont véritablement aussi... Est-ce qu'ils sont véritablement aussi... comment dire aussi progressistes qu'on veut bien le dire. Attachés à la liberté d'expression, à la démocratie, au mode de scrutin... au genre, au LGBT, alors pourquoi etc. Apprécie-t-il toujours comme première institution l'armée dans ces cas-là, où la démocratie ne règne en rien ? Je dis ça parce que un homme d'État qui a véritablement le courage d'aller parler au peuple en disant on va vous rendre vos prérogatives, c'est-à-dire une vraie civilisation basée sur le christianisme, la famille en premier lieu, quel est la possibilité de vous épanouir, de vous développer. Qui aura le courage d'aller dire ça ? Mais ça, c'est un discours qui, à mon avis, est indispensable au redressement. Et pourquoi il n'est pas tenu, ce discours ? Parce que je pense qu'il n'y a pas de dirigeants courageux, simplement.
Parce qu'on prend des coups quand on dit ça. Non, et surtout, ils sont construits dans le système et c'est des carriéristes pour la plupart. Ils ne sont pas prêts à risquer. Ils font partie de cette bourgeoisie qui profite de cette Mais bien sûr, fausse démocratie. Ils sont nés là-dedans, ils ont trop d'amis là-dedans, ils ont leur argent là-dedans, ils ont leur éditeur là-dedans, ils ont leur plateau télé là-dedans. Si ils disent autre chose, ils se mettront dans la situation de Jean-Marie Le Pen. Donc ils ont trop peur. Donc ils le font pas. Donc ceux qui pensent que le bon combat, c'est la liberté d'expression, c'est pas ça. Pardon ? Ceux qui pensent que le combat, c'est la liberté d'expression. Ils se trompent. Ils se trompent. À partir du moment où la sécurité... Les bourgeois, eux, ça c'est Guy Lui qui le dit, sont protégés par les digicodes de leur maison et les écoles privées de leurs enfants. Donc le monde peut s'écrouler autour, comme à l'époque de l'Angleterre. Ils s'en fichent. Par contre, ceux qui supportent le poids du jour et la chaleur du jour, comme dit l'Évangile, et le fait que quand ils sortent de chez eux, ils sont rackettés par les gangsters qui leur disent maintenant tu vas payer, violentés, etc. violés. Voilà, c'est ça comme partout dans le monde. C'est ça qu'ils demandent. Moi j'ai vu des centaines de peuples adorer leur dictateur. Je dis ça volontairement. Mais on se trompe complètement. Ah, mais ils veulent la liberté. Mais attendez, ils n'ont déjà pas la sécurité. La première chose que tu as, ta première prérogative quand tu prends la tête d'un pays, c'est l'ordre. C'est ça en premier lieu. On s'est éloigné, François, de la vocation de la France. Et j'aimerais que dans cette dernière partie, on en parle. Oui. Alors, la vocation de la France, c'est de parler à tout le monde. Nous, on disait autrefois, la France, fille aînée de l'Église, virgule, éducatrice des peuples. Et donc, on n'est certainement plus la fille aînée de l'Église aujourd'hui, mais on est considéré très largement comme, d'une certaine façon, l'éducatrice des peuples. Et ça, on peut le faire en portant dans le monde, et c'est ça notre vocation, dans un système de changement brutal, de système, je dirais, politique dans le monde, avec des chocs, des tensions, confèrent le temps des fractures. Donc nous, on est capable d'apporter une parole de paix, une parole de compréhension, parce que le problème, plus que tout dans ce genre de cas, c'est l'incompréhension. Comment pensent les Russes ? Comment pensent les Chinois ? Et c'est pas un hasard si les BRICS ont mis entre eux un système diplomatique, en fait. Oui. Parce que la coopération économique, elle s'accompagne du fait de pouvoir se parler, du fait de se comprendre. De se rencontrer. Voilà. On fait l'inverse avec la Russie. Voilà. On fait en sorte de ne même pas avoir la possibilité de comprendre. Voilà. On n'a jamais, même à l'époque soviétique, même avec la guerre froide, on n'était pas à ce point sur un régime où on les empêche même de venir en France. Tout à fait. Comme dit encore une fois Lincoln, là, dans une autre phrase que je lisais ce matin, cet homme est mon ennemi. L'urgence, c'est d'apprendre à le connaître. Cet homme est mon ennemi. Il est urgent que j'apprenne à le connaître. Est-ce qu'il restera mon ennemi ? Est-ce qu'il ne le restera pas ? Je ne sais pas. Mais la première chose, c'est pas de dire « je ne veux plus lui parler ». C'est de dire « au contraire, j'ai besoin de le connaître ». Et il a raison. Donc ça, c'est véritablement notre vocation. Je pense que c'est ça notre vocation. Mais pour ça, il faut que nous, on ait récupéré les éléments de notre puissance. Oui. Et les éléments de notre puissance, c'est d'abord notre puissance industrielle, c'est-à-dire énergétique, première chose. Notre capacité à parler à tout le monde, c'est-à-dire notre indépendance, et ça, c'est l'OTAN. Nous ne sommes pas inféodés à l'Amérique. Voilà, quand on parle, c'est en notre nom propre. Voilà. Ce que Poutine ne croit plus, donc c'est pour ça qu'il dit « je vois pas pourquoi je parlerai avec Macron », puisque ce n'est pas lui qui parle, il y a quelqu'un qui ventriloque. Bien sûr. Et alors, il y a un autre point qui est très important, c'est la reprise du pouvoir en interne par les chefs et par le chef. Parce qu'aujourd'hui... Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes, au départ, constitutivement, nous sommes une monarchie. Oui. Nous sommes une monarchie. Élective. Le général de Gaulle n'a pas eu le courage de revenir à la monarchie, où il n'a pas eu la possibilité, ce que Franco a fait. Et c'est la raison principale pour laquelle de Gaulle, en 1970, est allé à Madrid pour féliciter... toujours le même Franco. Pour féliciter Franco et pour lui dire qu'il avait réussi, sous-entendu alors que lui, de Gaulle, ne l'avait pas fait.
parce que De Gaulle a créé une monarchie républicaine, parce qu'il n'a pas pu remettre la France véritablement sur ses bases monarchiques. Donc il s'est dit, une monarchie républicaine, ça peut fonctionner. Mais cette monarchie républicaine, je rappelle, fonctionnait sur le principe d'un chef qui est un président, mais qui est en fait un roi, qui avait pour lui la prérogative de la royauté, c'est-à-dire la durée, et le fait de surplomber les institutions. Il est une garantie de justice et d'ordre, je dirais. C'était ça. Et il n'était absolument pas dans le système comment dire, dans le système parlementaire, au-dessus des parlements. Or, Giscard, c'est Chirac qui l'a fait, mais c'est Giscard qui l'a inspiré, ont voulu absolument revenir au quinquennat. À partir du moment où tu reviens au quinquennat, tu reviens dans un système oligarchique. C'est-à-dire, tu tues la verticalité du pouvoir dont la France a tellement besoin, d'autant que la France, à la différence d'autres pays... Tu mets la légitimité au même niveau que celle des parlementaires. Voilà. Oui, en correspondant au même type de mandat. Complètement. Tu coupes la tête politiquement au roi, au président, royal, en fait, si je puis dire. Tu lui coupes la tête. Et tu donnes le pouvoir à toutes les oligarchies qui vont se précipiter sur le pouvoir pour le manger. Et tu donnes le pouvoir dont les principaux sont les juges constitutionnels qui ont un mandat de 9 ans. C'est-à-dire que le président a un mandat de 5 ans et le juge constitutionnel et ses sbires sont là pour 9 ans. Ouais. Donc, qui c'est qui a le pouvoir en France? Ça bascule. Voilà, c'est tout. Vers... Et ça, je dois dire, il y en avait un qui l'avait très bien compris dans son premier livre, c'était Éric Zemmour. Dans Le Suicide français, il y a un chapitre entier sur la République des juges. Et il a raison. Oui. Il a raison. À tout le moins, il eût fallu que le Conseil constitutionnel soit renouvelé par tiers tous les 3 ans. Auquel cas, l'État aurait pu nommer des juges constitutionnels et avoir... mais là, si moi je suis juge constitutionnel et on parle de qui on parle pour remplacer... remplacer Fabius. Alors il y a Migaud, mais il y a Ferrand. Surtout Ferrand. Mais une fois que ce type-là est en poste pour 9 ans, à ce moment-là, il dirige le pays. Donc ça, c'est essentiel ce qui va se passer dans 1 mois et demi, hein, c'est ça, 2 mois. Alors la conséquence de ça, et on y arrive, c'est que dans un système comme ça, où en fait on a fait un canard sans tête, à partir de ce moment-là, ce sont les lobbies qui pillent le pays. Donc, d'abord, tu as enlevé le jaune d'œuf de la mayonnaise, c'est-à-dire le patriotisme n'est plus la clé de l'ensemble. Confère Mitterrand. Hein. Mitterrand n'est pas sorti de l'OTAN quand il pouvait en sortir en 91, et il a enlevé le principe du patriotisme comme principe fondateur de la République. Donc, il a tué la République à l'extérieur et à l'intérieur. C'est le pire président qu'on ait jamais eu. Jamais. Pour moi, c'est le pire. Les autres n'ont fait qu'accompagner la décadence. Et on a le pitoyable actuel qui est le dernier avatar qui cloue le cercueil, à mon avis. Voilà. Donc merci à celui-là, parce que à un moment donné, il faut un Andropov pour faire chuter le régime. Et c'est ça qui est en train de chuter. Voilà. Mais il faut donc, à ce moment-là, tu as les lobbies d'enseignants, tu as les lobbies des hauts fonctionnaires, tu as les ingénieurs des ponts, tu as les mafieux de banlieue à qui on a dit gardez-nous les gamins, on vous laisse faire votre drogue tranquillement. On fait semblant d'aller vous chercher, mais on ne va pas vous chercher. Et on met aux policiers des règles d'engagement tellement strictes qu'en fait, on vous dit qu'ils vont combattre contre vous, mais en fait, ils n'y vont pas. Tous les lobbies de gauche qui favorisent l'immigration, tous les lobbies des entreprises qui se servent des immigrés à travers des cascades de sociétés, hein, pour dire je ne savais pas que ce type que j'emploie dans mes cuisines ou dans le truc, il n'avait pas de papier. Ah bon, tu ne savais pas. Voilà. Alors, il y a tous ces lobbies se partagent le pouvoir. Les laïcistes, les lobbies LGBT, etc. Il faut les virer. Et comment tu fais ça? Parce que derrière tout ça, il n'y a pas que le pouvoir, il y a l'argent. Regarde ce qui s'est passé avec Chiappa, et c'est un exemple avec le fonds Marianne.
Tu en as des centaines et des milliers. C'est là que va l'argent. Donc, tu peux pas tous les arrêter. C'est pas possible. Je sens que tu vas me reparler de Rowling. Non. Je peux tout à fait te reparler de Rowling. Exactement. Tu vas en chercher quelques-uns et tu leur mets le maximum. Et chacun rentre dans sa niche parce qu'ils ont peur. Ouais. C'est exactement ce que Trump est en train de faire. Il va aller chercher Biden, le fils Biden. Il va le faire, même s'il faut qu'il passe par un trou de souris, mais il va aller l'attraper parce qu'il faut aller en attraper 3 ou 4. Il faut les mettre ou les clouer au pilori avec un carton vendu. Les Américains sont spécialistes de ça d'ailleurs. Et ça, c'est l'autre chose indispensable parce que ça ne te sert à rien, si tu veux, d'avoir reconstitué ton prestige à l'étranger. En disant, voilà, maintenant je ne suis plus un féodé à l'OTAN, je suis libre, je suis capable de parler à Vladimir, je suis capable de parler à n'importe qui, etc., etc. D'avoir récupérer ta force industrielle et économique parce que tu es propriétaire de ton énergie et que tu as une des énergies les moins chères au monde, si tu n'as pas la main sur ton volant. Donc, pour ça, il faut que tu t'imposes auprès de tes oligarchies. Ouais. Elles seront toujours là, mais il faut qu'elles sachent que c'est toi le patron. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'a fait Poutine. Et c'est exactement ce qu'a fait Poutine. Est-ce qu'il faudrait que fasse Trump ? C'est ce qu'il fait. En ce moment même, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. À l'étranger d'ailleurs aussi, parce que c'est un ensemble, c'est un empire. Mais bien entendu. Et donc, flinguer déjà Trudeau, voilà. c'est un avertissement donné aux autres. Hein. L'État, c'est moi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. America is back, il l'incarne d'ailleurs. Mais bien sûr. Faut-il l'incarner ? Mais bien sûr, mais il a compris. Mais ce sont des recettes qui sont vieilles comme le monde. Alors ensuite, chacun doit le mettre à sa propre sauce en fonction de sa culture politique, de son propre pays. Mais c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que doit faire le prochain. Mais pose-toi la question de savoir parmi ceux qu'on voit aujourd'hui, qui a l'intelligence, qui a la vision du monde, qui a la force de caractère et qui a le charisme, parce qu'il faut les trois. Tu as des gens qui ont la vision du monde, tu en as quelques-uns. Oui. Tu as des gens qui ont du caractère, tu en as quelques-uns. Oui. Et puis t'en quelques-uns qui ont du charisme. S'il y a du charisme, où tu les vois. C'est lié à la grâce en plus. Voilà. Donc ça, c'est... Avoir les trois. C'est indispensable. C'est indispensable, tu vois. Donc il faut... Donc la vocation de la France, il faudra que quelqu'un l'incarne. Il y aura quand même la figure. Ça peut être que ça. Ouais. Mais je pense qu'au moment où... alors c'est pour ça que je pense aussi qu'aujourd'hui, on a encore un peu le temps. Il te reste 4 minutes. 4 minutes. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que notre système politique ne respire plus. Parce que celui qui est légal n'est pas légitime. Il s'est délégitimé lui-même, il est tellement peu légitime, alors qu'il reste légal. Oui. Donc il a le droit de rester, mais en fait, il n'est plus... je dirais symboliquement, il ne représente plus rien et chaque fois qu'il parle, on n'a plus de représentant suprême. Donc, il bloque à lui-même l'ensemble du système politique qui ne respire pas. La tête est coupée, mais on ne met pas une tête à la place. Voilà, c'est ça. Il est coupé, mais il est encore là légalement. Donc il faut qu'il parte. C'est la seule conclusion à laquelle on doit arriver. Et à partir du moment où il part, le pays va se remettre de nouveau à respirer, c'est-à-dire que les gens vont se dire qui nous incarne ? Qui nous incarne, qui nous représente véritablement. Et à ce moment-là, les candidats viendront se mettre en rang en disant c'est moi. Et on dira c'est toi Mélenchon qu'on aime. Bon, si c'est Mélenchon qu'on aime, ça quelle bonne. Non, mais ou c'est toi Marine qu'on aime, ou c'est toi Barnier qu'on aime. Ce sera ton mot de la fin, Mélenchon. Non. Je veux dire que c'est ça la vérité du système démocratique. Oui. Mais à ce moment-là, tu as une respiration saine avec des projets. Mais justement, ce que tu dis, c'est que la démocratie, c'est les bourgeois qui parlent aux bourgeois. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir quelqu'un qui parle au peuple ? Il peut parler au peuple lorsque l'important, ce n'est pas la démocratie, c'est le suffrage universel en réalité. C'est ça le véritable. Ouais. C'est pour ça que le général, parce que à la limite, le système de la 4e République était également un système démocratique quelque part. Mais seulement, ce n'était pas la révolution, c'est le suffrage universel. Donc à ce moment-là, on aura de nouveau, je pense,
la cérémonie de Reims, c'était le roi se donne au peuple et le peuple se donne au roi, c'est ça. C'est un mariage, en fait, cette cérémonie. Et c'est la première chose. Une union mystique. Et c'est la première chose qu'a fait... Un miroir de l'union mystique. Qu'a fait Jeanne. C'est la première chose qu'elle a fait, Jeanne, lorsqu'elle est arrivée à Chinon. Elle a dit, roi, on va à Reims. Wow. Et elle a traversé la France en ligne droite jusqu'à Reims. Parce qu'elle savait que c'est de là que partait la légitimité réciproque, celle du peuple et celle du roi, l'un en face de l'autre. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Voilà, c'est ça qu'il faut retrouver. Quelle belle émission. C'est à mon avis la meilleure que vous ayez faite. Gardez-la, cette émission. On va la podcaster. Elle est magnifique. Vraiment bravo. Oui. Bah, écoutez, je ne sais pas, on a eu quelques messages. Je pense que d'ailleurs, s'il y a eu beaucoup moins de messages que d'habitude, ça arrive dans les émissions qui sont les plus fameuses. Parce que les gens n'ont même pas le temps et ne veulent pas prendre le temps d'écrire. Ils veulent juste écouter. Voilà, merci. Et ils nous feront les retours après, je pense. Voilà, merci. Et voilà, on va recevoir quelqu'un que vous aimez bien et que vous connaissez bien et qu'on connaît bien sur Géopolitique Profonde maintenant, qui est Mike Borowski. Ah très bien. Il est là, regardez, avec son invité. Ça sera le libre journal des controverses. Merci. Et puis, pour nous, de toute façon, on se retrouve dans un des formats de Géopolitique Profonde très rapidement. Oui. Et sinon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Une bonne suite avec Mike Borowski. Et je vous dis, pour ce qui me concerne, à la semaine prochaine. À bientôt. Sur Radio Courtoisie. Merci.